Eh ben les mecs, ça y est. C'est déjà la 20e épisode du format Film en vrac. Un format que j'aime beaucoup faire, alors qui est aussi assez facile à faire, parce que j'évoque plusieurs films que j'ai vus récemment, ça me permet de maintenir une activité sur la chaîne, et c'est un format qui marche, ma foi, plutôt bien. Alors pour la 20e, j'avais quand même envie de faire un petit truc un peu spécial, donc en plus d'une très très belle sélection, il y a quelques copains qui vont pointer le bout de leur nez. Donc c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans ce 20e épisode de Film en vrac. Générique. Et on va tout de suite l'ouvrir avec un DTV chinois. Bravo, vous avez tout à fait bien saisi l'essence même de cette vidéo, l'essence même de la chaîne, puisque ici on adore le DTV chinois. Et ici on va parler du film Ghost Sniper. 幽灵狙击这部小说您看过吗？出来！有一个叫幽灵的狙击手，开枪把咱们都杀了。 可是每次我们连他一点踪迹都看不到啊！我们所有人都能感受到他的存在，只是若隐若现，可就是看不清他。明日边缘还是源代码？机会不多了。 幽灵狙击手真的存在吗？Un film qui nous raconte comment un écrivain, après avoir reçu une balle dans la tête, est piégé dans une boucle temporelle. Il est piégé dans la scène de guerre qu'il était en train d'écrire, et il va devoir essayer de s'en sortir, tout ça en incarnant le personnage principal qui est interprété par l'acteur Colin Chou. Alors le film s'appelle Ghost Sniper, et vous le savez, dans le DTV chinois, il y a énormément de films de sniper, mais là, on va être dans quelque chose d'un petit peu particulier. Et quelque chose, je trouve, d'assez frais, qui aère un peu le catalogue de plateformes comme iQIYI ou autres, qui va nous proposer un peu plus qu'un film de sniper, puisqu'on va parler de boucle temporelle. Alors c'est réalisé par Jiang Jingwong et Wang Wenbo. Ils étaient déjà derrière le DTV Stabbing into the Throat, je l'ai bien dit, je sais, qui était avec Fan Xu-Wong, je crois. Ça a quelques années, ça, c'est 2022, si je dis pas de bêtises. Et donc, ils nous ont réalisé donc, ce Ghost Sniper, qui va être un mélange de science-fiction et de film d'action. Enfin, quand je dis science-fiction, on est plus dans quelque chose de... Oui, enfin si, science-fiction, puisqu'on parle quand même de boucle temporelle. Et on va donc parler d'un homme qui se retrouve au sein d'une équipe de snipers, mais qui va revivre en boucle une scène de guerre, et va devoir apprendre à protéger son équipe, à éviter la mort. Alors on va être dans quelque chose d'assez sympa, je trouve, au niveau du rythme. C'est pas un film qui dure très longtemps, il est dans la moyenne, c'est-à-dire 1h10, 1h20, je crois qu'il fait 1h10, quelque chose comme ça. Mais ça va être assez bien rythmé, on va alterner entre séquences d'action plutôt impressionnantes, notamment là, le début qui est une vraie scène de guérilla urbaine. Alors il faut savoir que tous les films qui se présentent sur les plateformes comme iQIYI, en fait, ils ont une espèce de règle, c'est d'accrocher tout de suite
le spectateur avec généralement une grosse scène d'action, une grosse scène de baston. Là, c'est le cas. Mais après, le film va se démarquer un petit peu et nous présenter une équipe qui se retrouve pris au piège dans un champ de bataille et qui vont se faire tuer les uns après les autres. Et le personnage principal, interprété par Colin Chou, va devoir sauver son équipe chaque jour. À chaque fois qu'il meurt, en fait, la boucle se répète et il se retrouve projeté au point de départ. Un film qui met l'action, donc comme je l'ai dit, boucle temporelle, mais pas que. C'est un film qui est assez drôle, en tout cas dans sa première partie. Je trouve que Colin Chou s'en sort bien. Alors c'est un bon cogneur. Colin Chou, il est dans le légendaire Flashpoint avec Donnie Yen, avec ce légendaire combat final qui a été sorti en 2007. Il affronte aussi Jet Li dans Bodyguard from Beijing de Corey Yuen. Il est dans les films Matrix. Voilà, c'est quand même un bon cogneur qu'on voit pas si souvent que ça finalement. J'ai pas souvenir de l'avoir vu dans beaucoup de choses, en tout cas ces dernières années. Et là, il a l'air, comme beaucoup, en fait, de débarquer un petit peu dans le DTV chinois. Je crois que c'est un des premiers DTV chinois que je vois avec lui. Et en tout cas, il est quand même d'une certaine génération, donc il est pas très loin des 60 piges. Et il s'en sort bien, encore, il est plutôt toujours en forme. Et donc, comme je l'ai dit, il apporte une petite touche d'humour de par son personnage qui, je le rappelle, est un écrivain, donc quelqu'un qui ne sait pas se battre du tout, qui se retrouve piégé, entre guillemets, dans le corps d'un de ses personnages qu'il a écrit. Voilà, c'est un concept un peu particulier. Donc, il va devoir s'entraîner, il va devoir apprendre à manier des armes, à manier le couteau, il va devoir apprendre à repérer l'espace autour de lui lorsqu'ils sont sur le champ de bataille. C'est un film qui, je trouve, est plutôt intéressant dans tout ce qui mêle, dans l'action, dans la comédie, et dans une dernière partie un petit peu plus psychologique, qui casse un petit peu le rythme de la première heure, mais qui vraiment, comme je l'ai dit, tente quelque chose d'un peu différent, et pour moi, le mélange a vraiment bien pris. J'ai trouvé le film assez original, alors, original dans son genre, parce que voilà, les films de boucle temporelle, entre Un jour sans fin, entre Edge of Tomorrow, ou même Fatal Countdown Reset, que je cite à tour de bras, à tour de vidéo, qui est pour moi le meilleur film l'un en tout cas des meilleurs films de voyage dans le temps, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Ça emprunte certains codes aux films d'action, aux films de sniper, mais aussi, ça se permet des scènes d'action plutôt bien troussées, des scènes un peu plus émouvantes, un peu plus psychologiques, comme je l'ai dit, et le tout forme un film assez surprenant pour ce à quoi on est habitué, mais ma foi qui fonctionne vraiment bien. Donc ouais, ce Ghost Sniper a été, ma foi, plutôt une bonne surprise. Donc je peux que vous le conseiller, pour moi c'est déjà une belle recommandation pour ouvrir cette vidéo. Par contre, une déception. Enfin, déception, je l'attendais pas vraiment, mais bon, je suis fan d'horreur, donc on me propose un slasher, moi je vais le regarder. Alors c'est en salle actuellement, et c'est le film Dolly, qui raconte comment un couple qui va faire un petit voyage dans les bois va se retrouver nez à nez avec une personne assez étrange, une espèce de femme avec un masque de poupée en porcelaine qui va kidnapper la femme et qui va à tout prix vouloir en faire son bébé. Et j'ai trouvé ça vraiment mauvais, mais vraiment mauvais quoi. En fait, c'est étrange. Il y a des films, tu les lances, et dès les premières images, tu sais que ça va pas le faire. Et là, ça a été le cas. Et je me suis dit, attends, c'est bon, ça fait 2 minutes que ça a commencé, tu vas pas te dire que c'est une merde, tu vas le regarder jusqu'au bout. Et je l'ai regardé jusqu'au bout, et ça a été 1h20 assez pénible et laborieuse, dans le sens où c'est un film qui ne fait aucun effort d'écriture. Vraiment, on est dans les clichés, mais les plus éculés et les plus gras possibles. Déjà, le couple qui part dans les bois. Bon, déjà, ok, bon. Le mec qui entend du bruit, enfin, non, il y a même un truc avant ça. Il tombe dans une espèce de clairière sur plein de poupées accrochées aux branches, accrochées aux arbres sur le sol. Des poupées bien dérangeantes, bien creepy. Il plaisante de la situation plus qu'autre chose. Ok ? Un peu plus tard, le mec entend un bruit. Il dit à sa femme, ah attends, je vais aller voir, tout seul, sans armes. Déjà là, je me suis fait spalm. Mais le mec arrive, il retourne dans la clairière, et il voit donc
la femme avec le masque de poupée en porcelaine, déjà qui fait des... Je sais pas, elle a une carrure déjà très imposante, mais le mec s'approche et tout, désolé, vous avez besoin d'aide Non, moi, c'est un truc auquel j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est les incohérences de comportement. Déjà, tu lâches ta femme pour t'aventurer seul dans les bras parce que t'as entendu un truc, mais en plus, tu vois une silhouette plutôt inquiétante et tu t'approches, ça va, vous avez besoin d'aide ? Vas-y. Alors, le film se vendait sur une promesse, celui d'être assez brutal et gore. Alors, je cherche le gore. Alors oui, effectivement, il y a une mâchoire qui est... elle défonce la gueule du mec avec une pelle. Et vous savez, elle met la pelle là, dans la bouche. Du coup, elle appuie dessus et ça brise la mâchoire du mec en deux. Il n'y a pas une goutte de sang. La mâchoire, elle est brisée, nette, impeccable. Il n'y a pas une goutte de sang. Et le mec, normal, il continue à ramper. Il n'a pas fait un arrêt cardiaque ou... Non, pas du tout. La douleur le tue pas. Non, ok, bon. Franchement, c'est que des trucs comme ça. Et c'est laborieux. Alors, t'as 2-3 scènes où, effectivement, je me suis dit, bon, peut-être que ça aurait pu donner quelque chose. Notamment une scène assez gore avec un nibar. là, j'avoue, j'ai un peu... Voilà, ce genre de réaction. Mais en fait, c'est laborieux, c'est vraiment tous les clichés possibles du genre. C'est je poignarde la femme, donc, qui est une menace, qui est une personne complètement folle, hein, qui vit dans une maison dans les bois, avec plein de poupées, avec plein de trucs décrépits. J'arrive derrière elle, je la poignarde, je m'enfuis, mais la porte est fermée, je me retourne, elle est là. Non, et puis il y a une scène sur la fin, avec un flic. Oh là 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 là, la catastrophe d'écriture, la catastrophe. C'est une catastrophe. La réaction du flic. Mais n'importe quoi. Il regarde la femme, la menace donc, Dolly, s'avancer vers lui, il est là comme ça. Les mecs, j'ai besoin d'aide. T'as la mollesse du truc. Puis pareil, lui, il finit décapité sans une putain de goutte de sang. Non. Même dans les DTV les plus fauchés, ils font l'effort de mettre du sang. Alors, c'est pas toujours très bien fait. Hein, c'est parfois des éclaboussures faites sur Paint. Mais il y a du sang. On essaie de rendre le truc un chouïa crédible. Et là, non. Là, il n'y a aucun effort. Paresse d'écriture, incohérence de comportement, gore inexistant. Tout est laborieux, tout est chiant. Et même la scène finale de la nana qui a réussi à s'enfuir dans la voiture et qui se met à crier, à pleurer en même temps. Non, mais non. Non, il n'y a aucun... Même, on essaie de nous vendre un peu un message sur la maternité, sur la famille, mais il n'y a rien, ça tombe à plat. C'est le film le plus convenu, le plus feignant, le plus mauvais que j'ai vu depuis vraiment très 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 longtemps. Vraiment... Bon, allez, il est peut-être l'heure d'accueillir mon premier invité. Et je tiens vraiment à le remercier de participer. C'est notre première collaboration et j'en suis vraiment très très content. C'est Valentin du Foutoir du Bis, de la chaîne Le Foutoir du Bis. Et si vous ne le connaissez pas, c'est déjà un youtubeur très sympathique, passionné par les films bis, par les séries B des années 80-90, un passionné de cinéma tout court, hein, comme moi, comme plein d'autres. Mais en plus... Et il a eu le courage et l'audace de se lancer dans l'édition. L'édition, oui, tout à fait. Il a déjà 4 films sortis à son actif. Vous pouvez les retrouver sur son site, l'étage du dessous. Vous pouvez les commander et faites vite parce que ça part vraiment vite. En tout cas, je tiens vraiment à le remercier et je l'accueille avec grand plaisir. Salut à tous, c'est Val du Foutoir du Bis et je débarque comme par magie sur la vidéo de Jonathan sur ses films en vrac. Donc merci à toi d'ailleurs Jonathan pour l'invitation, ça fait super plaisir. Je suis content de débarquer sur, faut bien le dire, la meilleure chaîne française dédiée au cinéma asiatique. N'ayons pas peur des mots. Et aujourd'hui, sans transition, je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'un film. Je vais rester un petit peu dans le thème, complètement même, puisque je vais vous parler d'un film de Takashi Ishii. Donc... j'ai découvert en fait ce réalisateur à travers ce coffret, donc il s'agit d'une saga, je vais vous en dire plus dans un instant. Takashi Ishii, donc, qui est connu surtout en tant que mangaka,
mais il a aussi réalisé des films un petit peu plus classiques, notamment cette saga, alors qui n'en est pas vraiment une, mais dans le sens où on va suivre à chaque fois l'héroïne Nami à travers 4 histoires, hein, mais ces 4 histoires qui sont complètement indépendantes, hein, elles se suivent pas les unes par rapport aux autres, et en plus de ça, l'actrice principale va être différente pour incarner Nami à chaque fois. Donc le film numéro 1 s'appelle Original Sin, hein, donc c'est sorti en 1992 je crois. Ouais, 1992. Et donc, on va suivre un jeune homme qui a une vie complètement lambda, quoi, et qui va croiser la route justement de Nami. Et là, il va avoir le coup de foudre pour elle. Et il va la suivre. Elle l'a même pas remarqué à lui. Et il va la suivre jusqu'à son lieu de travail, qui est en fait une agence immobilière, qui est tenue par son mari. Elle y travaille, donc elle travaille aussi pour son mari. Et donc là, lui, il va avoir la bonne idée d'essayer de se faire embaucher pour pouvoir l'approcher et puis débuter une liaison. Alors effectivement, ça va être le cas, sauf que ici, on va être dans un triangle amoureux, mais qui n'a rien du triangle amoureux qu'on a l'habitude de voir, hein, dans les comédies romantiques, que ce soit américaines ou même européennes. Là, si vous connaissez un petit peu le cinéma japonais, c'est sans concession et surtout c'est jusqu'au boutiste, voilà. C'est-à-dire qu'on va mélanger passages sentimentaux et puis l'extrême violence. Vraiment, il y a des passages qui sont hyper violents, ça va jusqu'au bout et c'est hyper autodestructeur, quoi. Donc voilà, alors on va avoir évidemment différents points de vue, hein, le point de vue de Nami, le point de vue du jeune homme et aussi du mari de Nami, qui lui va commencer à avoir des soupçons assez rapidement. Maintenant, je vous en dis pas plus pour la suite. En tout cas, c'est vrai que jusqu'au climax final qui est complètement hallucinant, c'est un film qu'on pourrait qualifier de film d'auteur, mais le fait qu'il soit entrecoupé de moments vraiment de fulgurance comme ça, on s'ennuie pas une seconde. C'est parfois même assez dur à regarder, hein, je dois bien le dire. Mais par contre, niveau mise en scène, ça régale parce qu'on va avoir droit à de vraies performances d'acteurs, hein, ça joue super bien. Et puis surtout des passages avec des plans séquences, parfois de 4, 5, 6 minutes, où on va avoir vraiment des gros échanges de dialogue. Donc voilà, vraiment, pour ce côté-là, on est vraiment face à du vrai cinéma. Et pour un film qui finalement est assez peu connu. Même moi, j'ignorais complètement l'existence à la fois de ce réalisateur et de cette saga. J'ai un petit peu acheté ce coffret à l'aveuglette, hein. C'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps, de pouvoir farfouiller dans des bacs et puis de se laisser tenter, quoi. Et là, j'avoue que je suis pas déçu parce que j'ai déjà visionné le premier. Alors je peux pas trop vous parler des autres parce que, je peux même pas du tout vous en parler puisque je les ai pas vus. Mais en tout cas, ce premier opus, je vous le conseille, même si effectivement on est assez désarçonné puisque en règle générale, c'est vrai que quand on suit une héroïne, un héros, c'est souvent assez manichéen. Et là, les personnages peuvent être à la fois, on peut s'identifier à eux, et à la fois ils peuvent être très détestables et faire des actes qui sont vraiment odieux. Donc voilà, c'est vrai qu'on est quand même pas mal désarçonné à la vision de ce film, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Original Sin, hein, et puis je vous laisse avec Jonathan pour la suite des films en vrac. Salut. Non, c'est moi qui te remercie, mon gars. Vraiment, merci. Merci pour tout ce que tu fais sur YouTube. Merci pour t'être lancé dans l'édition. Franchement, je te souhaite vraiment que du succès. C'était un beau pari. En plus, tu fais tout seul. Vraiment, je vous invite vraiment, déjà d'une, à vous abonner à sa chaîne. Et ensuite, si les films vous intéressent, vraiment le soutenir et vous les procurer. Parce que vraiment, il fait un travail impeccable. Et j'aurai la chance de pouvoir participer à un de ces lives très prochainement, et un live consacré à la saga vendredi 13, donc j'ai vraiment très hâte de partager ce moment avec toi, donc vraiment encore une fois merci. Un film également en salle, mais qui est infiniment meilleur que Dolly. Alors, c'est pas un film d'horreur, c'est un film, un drame psychologique, romantique, on va dire. C'est le nouveau film de Christopher Borgli, son 3e film après Sick of Myself et Dream Scenario avec Nicolas Cage, que j'avais tout simplement adoré.
Et là, le simple fait de savoir que c'était lui à la réal et au scénario, je me suis précipité en salle pour voir The Drama avec Robert Pattinson et Zendaya, qui nous raconte l'histoire d'un couple qui va vivre une crise à quelques jours de son mariage. Je préfère pas en dire trop, déjà je trouve que la bande-annonce en dit un peu trop malheureusement, mais c'est un film que j'ai vraiment adoré. Alors moi, Robert Pattinson, comme beaucoup, je l'ai découvert malheureusement, je sais pas pourquoi j'avais été voir ça au ciné, quelques films Twilight, qui sont vraiment, ça mérite même pas un commentaire, mais je trouve que c'est vraiment un bon acteur, vraiment un très très bon acteur. Il m'avait vraiment conquis dans The Rover, que j'avais vraiment beaucoup adoré. Et Zendaya, ma foi, c'était... Non, c'est pas la première fois que je la vois, puisque je l'ai vue dans le Spider-Man, avec les deux autres Spider-Man, là j'ai oublié le nom de Far From Home ou je sais pas quoi. J'avais aucun avis sur elle, mais là je l'ai trouvée à la fois convaincante et à la fois un peu inquiétante. Un peu... ouais, on sent que son personnage a des petits soucis. Le film est comme d'habitude. Alors, moi, Christopher Borgli, vraiment, j'aime ce cinéaste parce que il a un niveau d'écriture qui est vraiment très, très élevé. C'est-à-dire qu'il va te prendre un sujet et il va te l'étirer. Il va prendre toutes les possibilités possibles et vraiment te les détailler, te les développer sous tes yeux. Et là, vraiment, il est très, très fort pour écrire des scènes assez dérangeantes, assez malaisantes, qui nous font nous questionner beaucoup sur comment nous-mêmes on réagirait face à certaines situations. Et là, vraiment, alors niveau mise en scène, niveau écriture, niveau prestation des acteurs, c'est imperfect. Pour moi, franchement, ce cinéaste, il a fait 3 films, il a fait 3 bombes. Alors, The Drama, c'est un film plutôt intimiste, puisqu'on va quand même se concentrer sur un couple et sur la crise qu'il traverse, et qui va nous faire nous poser la question à quel point est-ce qu'on connaît l'autre, et à quel point on peut révéler des choses à l'autre, à quel point est-ce qu'on peut avoir un jardin secret. C'est un des thèmes du film. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a vraiment des scènes vraiment à la fois malaisantes, à la fois t'as honte pour les persos, tu te sens gêné de regarder ça, tu te dis putain merde, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là, c'est vraiment gênant. Et ouais, Christopher Borgli, il maîtrise à la perfection ces petites scènes de malaise, ces petites scènes d'écriture, vraiment il le fait extrêmement bien. Vraiment, The Drama, c'est un film qui est en salle et que je vous invite vraiment à voir parce que je me suis vraiment régalé. Pourtant, à la base, Zendaya, c'est pas du tout une actrice que je suis. J'ai même pas vu sa série, là, Euphoria. Mais, vu sa prestation, j'ai peut-être envie quand même de me laisser convaincre parce qu'elle est vraiment très très bien dans le film. Elle match très bien avec Robert Pattinson qui, lui, est vraiment excellent. Donc ouais, 3e réussite pour moi pour Christopher Borgli, ça a vraiment été un petit régal. On replonge dans l'horreur avec un film que j'avais vu la bande-annonce passer et ça m'avait assez interpellé parce que ça me faisait penser un peu à un segment qu'on pourrait trouver dans les films VHS. Ça s'appelle Bodycam et ça va suivre un duo de flics qui patrouillent et qui vont se retrouver confrontés à des événements surnaturels. Alors je peux pas dire que Bodycam est très original dans son histoire et dans son concept, puisque ça va être une sorte de found footage, puisqu'on va suivre 2 flics par le biais de leur caméra, qui portent sur eux et qui est leur caméra de surveillance dans leur voiture, et qui vont être confrontés donc qui vont vivre une nuit très étrange et remplie de phénomènes paranormaux. C'est pas un film qui m'a marqué plus que ça. C'est le genre de film qui est sympa sur le coup, mais où il a peut-être manqué 2-3 trucs pour vraiment le tirer vers le haut. Il y a des segments dans l'anthologie VHS qui sont bien meilleurs. Après, c'est pas un film que j'ai trouvé mauvais non plus, mais dans ses effets de mise en scène, j'ai trouvé ça assez convenu malheureusement. C'est assez court, c'est plutôt efficace, c'est assez immersif aussi, c'est ce qui est le but d'un found footage. Il y a des scènes un peu angoissantes, mais malgré tout, voilà, il m'a manqué, comme je l'ai dit, peut-être un peu plus de substance, un peu plus de matière, ou plus de brutalité peut-être, parce que là, on reste dans des trucs assez convenus. Je vais pas en révéler trop sur l'histoire, mais c'est des schémas de scénario, des schémas de mise en scène qu'on a déjà vu pas mal de fois, même s'il y a quand même
un sentiment d'oppression qui se met en place petit à petit avec ces flics qui se retrouvent plongés dans une horreur, dans une nuit assez terrible, qui vont aller d'un point à l'autre en essayant de comprendre ce qui se passe. Comme j'ai dit, c'est pas un film désagréable, mais c'est le genre de film que t'as vu et que t'oublies la semaine d'après, quoi. C'est un peu dommage, parce que moi j'aime beaucoup ce type de concept. Là, c'est sympathique, mais ça casse pas trois pattes à un canard quand même. Agréable surprise sur Netflix, on reste encore une fois dans l'horreur, mais cette fois-ci, on va parler de Remember. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé du 1 sur la chaîne, et là, ils nous ont sorti Remember 2. Alors qui est issu comment on appelle ça, un webtoon d'horreur, où des adolescents, pareil que Ghost Sniper, vont se retrouver piégés dans une boucle temporelle. Cette fois-ci, c'est au cœur d'un parc d'attractions. Ils vont devoir reconstituer le corps d'une enfant qui a été tuée il y a des années, mais ils vont être en même temps poursuivis par le fantôme de celle-ci, et qui va les tuer les uns après les autres, nuit après nuit, boucle temporelle après boucle temporelle. Et ça reprend la suite du premier Remember que j'avais beaucoup aimé, qui alliait scène d'horreur, scène gore et nostalgie de fin de lycée, d'amour de lycée que peut-être tu ne vas jamais revoir et tout. Et le 2 reste dans cette formule. On est dans des mises à mort assez sanglantes, dans quelque chose d'assez fun. Il y a une espèce de training montage à un moment donné où voilà, il va se passer plusieurs choses et où ils essayent de retrouver les parties du corps manquantes tout en se faisant buter. C'est assez original. Et moi, ce que j'ai aimé dans ces deux films, c'est cet aspect pote de lycée, amour de lycée, qui te rappelle forcément, qui te plonge toi-même dans tes propres souvenirs en tant que spectateur, et de cette espèce de douceur, de mélancolie un peu adolescente. C'est pour ça que j'avais vraiment beaucoup aimé ces deux films, en dehors de son aspect horrifique qui est plutôt sympathique. Le 1 était peut-être un peu plus marqué en horreur que le 2. Le 2, je l'ai trouvé peut-être un peu moins marquant, et c'est dû au fait que le spectre qui les poursuit est un enfant. Je vais pas dire que ça enlève un truc, mais il m'a manqué un petit truc quand même pour être aussi impacté que le 1, même si j'ai quand même passé un vrai bon moment. J'ai trouvé ça plutôt original. C'est un espèce de jeu, finalement, un jeu d'horreur interactif. C'est dispo sur Netflix. Moi, j'ai vraiment plutôt bien aimé. C'est pas parfait, évidemment. Ça a là aussi quelques tropes de scénario un peu convenus à l'avance. Mais si vous avez aimé le 1, vous pouvez tout à fait vous lancer dans le 2. C'est tout à fait c'est tout à fait le même style de film. C'est la suite quasi directe, qui reprend même des personnages du premier. Donc si vous êtes un peu dans cette vibe horreur, lycée, nostalgie, voilà, vous pouvez vous faire Remember 2. Franchement, le voyage en vaut le détour, c'est plutôt sympathique. Il y a des scènes gore, c'est assez rythmé, le rythme est bien soutenu. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais clairement, moi j'ai passé un très bon moment. On reste toujours sur Netflix, mais cette fois-ci, on va parler d'un film indien. Vous savez, le cinéma indien, moi, c'est une de mes grandes passions cinéphiliques. Voilà, j'ai vu pas mal de films. Et là, je vais vous parler de Mardani 3, qui est donc le 3e film de la saga Mardani, comme son nom l'indique, habilement, n'est-ce pas ? Avec Rani Mukherjee, une actrice que j'aime d'amour, qui va retrouver le rôle d'une inspectrice qui, cette fois-ci, va enquêter sur un enlèvement d'enfants qui va déboucher sur un trafic d'enfants, un trafic d'êtres humains. Un film que j'ai bien aimé, qui est assez brutal, assez violent, assez dur même psychologiquement, parce qu'on parle quand même de traite d'êtres humains, d'enlèvement d'enfants. Voilà, moi, c'est vraiment un sujet qui me parle, surtout... voilà, ça me parle vraiment beaucoup. Il y a quelques... Là aussi, dans l'écriture, il y a des trucs qu'on voit venir assez vite, quand même. Surtout si on connaît un peu les ficelles du métier... parce que je suis réalisateur, bien sûr, comme vous le savez. Si on a un spectateur aguerri, voilà, c'est ça que je veux dire. On connaît un peu on voit les trucs venir. On se dit,
je suis sûr que ça va être ça, et il n'y a pas de surprise, c'est ça. Il y a 2-3 trucs dans le scénario, voilà, où je me suis dit, bon, ils font ça pour ça, ok, je vois où ça va aller, et effectivement, on voit les trucs venir assez rapidement. Il y a un truc qui m'a déçu, c'est... Alors, Rani, c'est une très très grande actrice dans le cinéma indien et dans le cinéma tout court, hein, franchement, elle est très douée. Mais bizarrement, ce rôle de femme badass, je trouve que ça la limite dans son jeu parce qu'au final, son personnage n'est que ça. Alors, il y a quelques scènes avec son mari, mais elle reste vraiment dans le cliché de la femme flic très intelligente, badass, qui voit les trucs mieux que tout le monde. Elle est jamais présentée comme ayant une faiblesse à un moment donné. Même quand elle est mise en difficulté, on sait que la semaine suivante, elle va avoir repris le dessus et voilà, que les choses vont se régler assez rapidement. C'est pas son meilleur film, c'est pas sa meilleure presta, mais à la fin, elle tabasse un tueur d'enfants avec une chaîne et elle lui fait passer un sale quart d'heure, hein. Voilà, pour être poli. Donc rien que pour ça, franchement, voilà, moi, j'ai plutôt bien aimé le film. Après, il y a un côté un peu trop, comment dire, spectacle de cinéma. En fait, on voit trop que c'est... Il y a un côté un peu trop théâtral, mais c'est bizarre de dire ça pour un film, mais je sais pas si je m'exprime bien, mais vu le sujet, j'aurais aimé quelque chose de peut-être d'un peu plus terre-à-terre, d'un peu moins prestigieux cinématographiquement parlant. Je sais pas si je me fais bien comprendre, parce qu'on nous parle quand même d'un sujet grave, qui sont les enlèvements en Inde, hein, ça existe, hein, clairement. Il y a aussi l'antagoniste principal, qui est là aussi un peu trop cinématographique. Je sais pas si encore une fois je me fais comprendre, mais vu l'histoire que ça raconte, j'aurais aimé quelque chose de moins spectaculaire dans ces personnages, peut-être surtout dans ces personnages de méchants. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus sobre, en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais, un peu plus sobre. Après, ça reste un bon film. C'est pas parfait, mais il y a de l'action, du suspense. Ça parle d'un sujet quand même important, donc pour moi, c'est un film à voir, clairement. Mais je parle un peu trop depuis trop longtemps, là. Donc, il est l'heure de laisser la place à mon deuxième invité. Et je l'accueille volontiers sur la chaîne. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de collaboration. Donc j'ai l'immense plaisir d'accueillir le très 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 passionné et le très très passionnant, le beau parleur du cinéma, mon frère, c'est à toi. Merci Jonathan pour cette invitation, c'est toujours un plaisir d'être là pour parler de cinéma d'Asie. Et comme sur ta chaîne, on est chez des pros, pas besoin de repasser par les basiques. Alors, je vais pas faire dans l'originalité par rapport au moment, parce que je vais parler d'un grand classique qui vient de ressortir. Je vais vous parler d'Histoire de fantômes chinois, évidemment. Surtout le premier, mais le 2 est aussi incroyablissime, je l'ai revu... Ah là là, Histoire de fantômes chinois, qui est sorti en 1987, produit par Tsui Hark, mais réalisé par Ching Siu-tung. Souvent, on a tendance à enlever un peu à Ching Siu-tung le fait d'avoir réalisé ce film. On sait que Tsui Hark, c'est quelqu'un de très investi, peut-être de trop investi, mais c'est quand même Ching Siu-tung qui a réalisé le film. Et on est en France, l'île du cinéma, donc Ching Siu-tung, il faut le mettre en avant. Voilà, point barre. Non mais... on sent qu'il y a 2-3 trucs très Ching Siu-tung, et puis après, évidemment, la marque quand même d'un certain Tsui Hark qui n'était de toute manière pas très loin. Un film avec comme star le regrettéissime Leslie Cheung. À chaque fois qu'on y pense, à chaque fois qu'on le voit dans un film, on se dit c'est pas possible, quoi. Et évidemment, Joy Wong, l'actrice taïwanaise. Histoire d'un fantôme chinois, dont le titre chinois, d'ailleurs, pour une fois, est plutôt bien traduit en anglais. Chinese Ghost Story, qui a été bien traduit en français. Histoire de fantôme chinois, sauf que c'est du singulier et nous, on a du pluriel, mais bon, c'est de l'ordre du détail. Histoire de fantôme chinois, c'est quoi? C'est une histoire assez classique sur ces histoires de fantômes féminins qui vont manipuler les pauvres hommes guidés par leur quiquette et qui vont les faire coucher, et une fois qu'ils auront fait ça, ils pourront leur voler leur âme, etc., etc. Bref, quelque chose de classique. Mais Histoire de fantôme chinois raconte l'histoire d'un homme pur qui va rencontrer un fantôme, et finalement, par sa pureté, eh ben, ils vont tomber amoureux. Donc, Histoire de fantôme chinois, c'est une histoire d'amour. C'est une comédie romantique, on pourrait dire.
Et d'ailleurs, le film a plusieurs éléments. D'abord, c'est un film comique, il y a de l'humour, vraiment, premier degré. C'est aussi un film qui est un peu triste, qui parle de la violence du monde, parce que le personnage est montré comme justement une sorte d'idéaliste qui n'a pas sa place dans ce monde, parce que lui, justement, il a un cœur pur. Et le film va jouer, évidemment, avec ça dans le comique, hein, un petit côté, entre guillemets, misérabiliste, hein, il pleut, il se prend tout à la gueule, etc., etc. Et le film va donc être et super drôle, et sérieux à la fois, un petit peu second degré. On nous montre aussi que le personnage n'est pas un guerrier, c'est pas un personnage de Wu Xiaopian classique, puisque justement, il voit les autres se battre, et lui, il n'y arrive pas, au contraire, il subit la violence, il voit un guerrier qui tue quelqu'un, et bam, ça lui met du sang sur le visage, etc. C'est quelqu'un qui est décalé. Et donc, il y a de l'humour, il y a de l'amour, là, on en est là, il y a de l'action. Shin Soo-tung, à la base, c'est un chorégraphe. Hein. On rappelle qu'il avait travaillé avec son père, entre autres sur des films comme Les 14 Amazones, qu'il avait chorégraphié. Shin Soo-tung, après, il a réalisé l'incroyablissime Duel to the Death, que vous devez voir absolument, si vous ne l'avez pas déjà fait, pan cucu, un peu comme Histoire de fantôme chinois. Et donc on a de l'action, mais c'est de l'action à tendance fantastique. Et encore une fois, une des choses qui va marquer les esprits absolument de tout le monde, c'est la créativité. Il y a une expression que j'ai entendue une fois, on appelle ça milquer. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas, milquer. Il paraît que milquer, c'est aller au fond des choses, c'est-à-dire exploiter l'idée au maximum. Et ça, c'est ce que faisait le cinéma de Hong Kong de la grande époque. C'est-à-dire que on a une scène d'action, et elle pourrait s'arrêter. Mais non, on rajoute une couche. Et quand cette couche est atteinte, on rajoute une couche. Et quand on atteint cette couche, on rajoute une couche. Et on a une créativité. Évidemment qu'on n'a pas des CGI partout, évidemment qu'on n'a pas un budget américain et tout ce qui va avec. Mais on a une créativité qui s'enchaîne, et dans un film fantastique avec des fantômes. Donc il y a une créativité dans ces scènes d'action de plus en plus folles quand tu crois que c'est fini. Il y en a un, il s'ouvre, il y a des têtes qui sont là, qui partent. C'est de la folie furieuse, complète. Et c'est génial. Et c'est génial, et c'est absolument incroyable, de créativité. Mais le pire, c'est qu'il y a évidemment aussi un aspect film d'horreur. Alors, vous me direz, de par les fantômes, oui, bien sûr, globalement, mais à un moment donné, justement, dans l'action, le monstre, on va dire comme ça, il fait des choses, et on a un visuel qui nous rappelle clairement ce qu'on a pu voir dans The Thing de Carpenter, quand on a la langue qui s'ouvre comme ça, puis les espèces de filaments, on est dans The Thing de Carpenter. Donc on a aussi ça qui se rajoute, dans une comédie romantique, d'action, fantastique, un peu horrifique. Et évidemment, ce qui ressort, ce qui marque énormément dans le film, c'est son esthétique très sensuelle, avec ses voiles comme ça. Le film est évidemment, chaste, il ne montre presque rien. Et c'est ce qu'en fait la beauté, c'est que c'est une pureté, une histoire d'amour pur, mais c'est pas pour ça qu'il ne va pas créer une ambiance romantique, justement, une ambiance d'amour, à travers justement cette sensualité qui se dégage, à travers ses corps, à travers la sueur parfois sur les visages, qui dégage des choses, des trucs et des machins. Bref, c'est incroyable. Et je vous ai pas dit, en plus c'est un drame, en plus il y a du drame. Je vous en ai parlé un petit peu au début d'une certaine manière, mais il y a un drame à un autre niveau. C'est un film absolument complet, qui dure, je pense, 1h30 comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La durée, à peu près, si je la trouve rapidement, bref, à peu près 1h30. Et c'est un film qui est archi complet. Et le pire, c'est que tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne complètement. Les acteurs sont incroyables. La musique est excellente. Chantée d'ailleurs par l'acteur. Il y a donc un film qui est archi complet, en un très court temps, qui est hyper efficace et qui arrive à aller encore plus loin que ce qu'on peut imaginer. Quand on pense qu'il est à un endroit, pas, mais il va plus loin, comme je vous ai dit, pour l'action et tout ce qui va avec. Histoire de fantôme chinois me rappelle, là, lors de ce revisionnage, mais pourquoi est-ce que j'aime ce cinéma de Hong Kong de cette grande époque? Parce que c'est génial. Il n'y a que ce genre de cinéma qui peut fournir ça. C'est un cinéma de folie, un cinéma qui va, un cinéma qui s'assume. Ça s'est un peu perdu dans tout ce qui est Chine, de manière globale. On retrouve toujours un petit peu en Inde, évidemment, l'Inde est toujours là. Mais Histoire de fantôme chinois, il y a le rythme, hein. Il y a tout ce qui va avec, bref. Histoire de fantôme chinois, c'est plus qu'un classique. C'est un film à voir absolument encore. Et d'ailleurs, il est sorti chez HK Video, pardon, Joey Wong, je cache ton visage qui est caché en partie par le coffret, vous voyez, se cache dans le coffret, le visage. Oui, je peux pas tirer ici derrière, donc je peux pas faire rien, d'accord? Et ça représente d'ailleurs totalement le film, hein, comme je vous ai dit, ce côté sensuel, vous voyez, regard discret qui se cache, mais qui... Enfin bref.
En un mot, comme en 100, comme en 2000, comme en 4000, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, vraiment un chef-d'œuvre qui mérite d'être vu, revu et re-revu. Waouh, 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 waouh. Un petit mot rapide sur le 2, très rapide, parce que sinon Jonathan va me taper. Le 2, c'est une fausse suite. On voit que l'histoire, on les raccroche un peu facilement. Le côté romantique est moins présent, le côté sensuel est moins présent, mais niveau créativité et action, ça ne s'arrête pas. C'est de la folie furieuse, histoire de fantôme chinois, sérieusement. Waouh, 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 ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Et vous savez quoi? Qu'est-ce que je suis con, hein? Vous savez quoi? Je vais me le revoir dans pas si longtemps. Allez, merci à Jonathan de nous avoir laissé cet espace. Ciao tout le monde. Merci encore une fois, mon gars, merci. Franchement, ça fait vraiment plaisir de te recevoir à nouveau sur la chaîne. Et on va continuer dans cette vibe. N'hésitez pas à lui donner de la force, parce que quelqu'un d'aussi passionné et qui parle aussi bien de cinéma, franchement, c'est vraiment à soutenir. Il est là depuis longtemps. Il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire. Il continue, il continue, il continue. Donc, il mérite de faire 100 fois plus de vues, d'avoir 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus d'abonnés. Donc, allez-y, franchement, le beau parleur du cinéma, on est ensemble, mon frère, tu sais. J'ai vu aussi Rental Family, que j'ai rattrapé, que j'avais loupé au ciné, qui nous raconte comment un ancien acteur, un peu de seconde zone, un peu raté, interprété par Brendan Fraser, après s'être installé au Japon, va travailler pour une entreprise qui loue des personnes, en fait, des comédiens qui se font passer pour des membres de la famille quand il y en a besoin, lors d'un enterrement, lors d'un mariage ou autre. Et on va suivre quelques personnages que Brendan Fraser va accompagner. C'est un bon film. Disons-le clairement, moi je suis content de revoir Brendan Fraser, c'est un acteur que j'aime bien, à qui il est arrivé vraiment des saloperies. Je suis content qu'il reprenne et qu'il revienne. Et on a même annoncé la Momie 4. Vous vous rendez compte qu'on va avoir la Momie 4 avec Brendan Fraser, Rachel Weisz et celui qui joue Jonathan, là j'ai oublié son nom. En tout cas, voilà, c'est une grosse annonce. Franchement, il me faut Stephen Sommers à la réal ou rien. Là, on a annoncé les gars de Radio Silence. Ça modère un peu l'excitation du truc, mais je suis quand même très curieux de voir ça. En tout cas, ce Rental Family, il est plutôt touchant. Mais là encore, on est dans quelque chose d'assez convenu. Voilà, on sait, c'est des films dont on peut prédire la fin assez facilement. On sait quelles vont être les interactions avec les personnages, qu'à un moment donné, on va être obligé de révéler la vérité, que la vérité va faire mal, qu'il va y avoir un rejet, que le personnage va avoir des regrets, et ensuite essayer de se rapprocher de ceux qu'il a dupés, même si c'est son métier. C'est pas désagréable à regarder, c'est un bon film, mais c'est assez prévisible quand même, ça a encore une fois des schémas narratifs assez convenus, mais franchement ça fait plaisir de voir un film comme celui-là qui est un peu good vibe, tout en étant un peu triste. Ça évoque la solitude des gens, la solitude d'une société. Qu'est-ce que c'est que vivre au Japon en tant qu'expatrié? Qu'est-ce que c'est que de vivre seul, d'avoir une vie sociale assez pauvre, de ne pas avoir forcément beaucoup d'amis, et comment est-ce qu'on en arrive en fait à se louer des personnes, à se louer des gens qui vont entrer dans notre vie. Ça soulève des questions plutôt intéressantes. Le film a été fait avec cœur, ça on peut pas dire le contraire, il est juste un peu classique, carré, il n'y a rien qui dépasse. Ça suit un peu un carré des charges. Ça suit un peu un cahier des charges conventionnel au niveau des émotions, c'est ça qui est un peu dommage, ça manque d'un petit brin de folie, mais franchement, le film est touchant, il est plutôt beau, assez nostalgique, assez tendre dans ses émotions, il mérite clairement un visionnage. Le nouveau film de Ryu Seung-wan est disponible sur Netflix, ça s'appelle Unmeet, et c'est une histoire d'espionnage qui se passe entre la Corée du Nord et la Russie. Un film assez audacieux dans son propos, puisqu'on va suivre donc un agent qui essaie de protéger une de ses indiques, qui se retrouve en grand danger, et qui va mettre à jour un trafic, encore une fois, de drogue et d'êtres humains. Alors Ryu Seung-wan, c'est un très efficace faiseur, vraiment, c'est lui qui est derrière Battleship Island, il est derrière Vétéran et Vétéran 2 que j'avais vu au Festival du film coréen à Paris. Il est derrière Escape from Mogadishu, un film qui était très intéressant et qui là encore parlait
de la Corée du Nord et la Corée du Sud et leur rapport un petit peu compliqué. Il est aussi derrière The City of Violence, un film que j'ai pas revu depuis pas mal d'années, que j'ai encore en DVD quelque part. Bon, je l'ai pas retrouvé, mais j'ai trop de DVD, c'est le bordel. Un très très bon faiseur, qui va là nous signer un thriller d'espionnage vraiment vraiment bien. Et là, en fait, le film va faire quelque chose que je trouve pas forcément si évident que ça pour un film d'espionnage, c'est mettre ses personnages en avant plutôt que enfin, même si l'intrigue n'est pas mise de côté, c'est les personnages qui priment. C'est les personnages qui priment et leurs intentions. Et là, on va se retrouver avec 2 agents et une femme au milieu pour nous signer un film assez violent. Alors, il y a une bonne scène de baston au début, mais l'ensemble est quand même un film d'espionnage, c'est-à-dire que voilà, on va enquêter. Mais cette partie-là est plutôt bien faite, bien écrite aussi. C'est pas ennuyant du tout. Le film fait à peu près 2 heures et j'ai pas vu le temps passer. Et la dernière demi-heure, mais c'est un régal. Ça passe du film d'espionnage sud-coréen, nord-coréen, Russie, tout ça, pour devenir dans sa dernière demi-heure un pur film hongkongais des années 90, un pur Heroic Blue Shield avec des gunfights à n'en plus finir, bien chorégraphié, bien mis en scène, avec des bons affrontements, avec du gunfight, mon flingue est vide mais c'est pas grave, je vais m'en servir comme arme, de l'affrontement au couteau, de l'affrontement au pied-point, avec des personnages qui se prennent des balles par dizaines mais qui restent debout, du Mexican standoff, du gunfight. Non, franchement, cette dernière demi-heure, c'est un régal. Je l'ai pas forcément vu venir, mais vraiment, ça a été un pur régal. C'est un très bon film. Cinématographiquement, mise en scène, photographie, chorégraphie de l'action, franchement, c'est un régal. Vraiment un bon film d'espionnage qui se concentre pas mal sur ses persos et qui, en plus, nous offre un bon final de 20 minutes bien Géchard, où ça tire, où ça se poursuit. Franchement, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir. C'est sur Netflix. Franchement, n'hésitez pas. Ça prouve encore une fois que les Sud-Coréens sont ultra forts. Et avec ce film, Ryo Seung-wan montre que vraiment, c'est un bon faiseur de bobines d'action. Là, il essaye d'appuyer un peu plus une espèce alors, c'est pas du tout un triangle amoureux, mais c'est... le film m'a rappelé un peu The Chaser, dans le sens où je veux absolument protéger cette femme qui travaille pour moi, même si pour The Chaser, bon, c'était un petit peu plus ambigu, c'était un macro qui essayait de retrouver sa prostituée, hein, tout simplement. Là, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus humain, avec des petites touches d'humanité, comme par exemple l'agent qui donne des médicaments pour la mère de son indique, ce genre de petits trucs. En plus d'une esthétique, ça se passe donc pas mal, comme je l'ai dit, en Russie, avec ces grands immeubles et cette neige qui tombe. Franchement, moi j'ai vraiment adoré. C'est un bon thriller et un très bon film d'action. Et on va bientôt conclure cette vidéo, mais je ne pouvais pas faire ce film en vrac un peu spécial sans inviter l'un de mes grands potes sur YouTube. Voilà, on s'est rencontrés quand j'ai commencé, hein, tout simplement. Lui non plus, il lâche pas l'affaire. Ça fait des années qu'il est là. Il n'a pas assez d'abonnés par rapport au travail qu'il fournit, par rapport aux vidéos qu'il fournit, à ses concepts, à sa passion qui reste la même. Franchement, faut faire péter les bonnes personnes là, parce que ça va faire un moment qu'il est là lui aussi. Je veux bien sûr parler de mon pote Mister Cult. À toi la parole, mon gars. Bonjour à tous, ici Mister Cult et encore merci à Jonathan Asia de m'inviter pour ce 20e épisode de ces films en vrac. Et pour le coup, j'en profite pour mettre en avant un film qui est sorti en 2013 mais qui récemment a eu droit à une ressortie en salle en version restaurée. Je veux bien sûr parler de ce chef-d'œuvre qui est The Grandmaster, réalisé par ce génie qui est Wong Kar-wai. Kung Fu, 2個字，一橫一直，企得翻喺度嗰個先至啱晒，係咪咁話？ Biopic sur fond d'arts martiaux et romancé centré sur la vie de Ip Man, véritable légende du Wing Chun et dont l'un de ses élèves fut, si ma mémoire est bonne, un certain Bruce Lee. Wong Kar-wai, cinéaste derrière les bijoux que sont Chungking Express, In the Mood for Love et 2046 par exemple, pense son film comme un véritable hommage aux arts martiaux, dont la préparation assez chaotique a duré plus de 5 ans, mais ne vous inquiétez pas,
l'attente en valait vraiment le coup. Débutant son histoire à Foshan en 1936, où les écoles du Nord et du Sud se font face pour tenter d'établir une paix durable dans une Chine tourmentée par l'invasion japonaise. Une narration où les différentes périodes vont se mêler entre Ip Man et Gong-er, la fille du grand maître Gong Baozen, dans une relation impossible teintée de passion, de respect et de désir. S'essayant pour la première fois au film d'action, Wong Kar-wai sublime son sujet via une mise en scène à la fois poétique et contemplative. Des combats chorégraphiés par le légendaire Yuen Woo-ping, personnellement je me suis toujours pas remis de la scène d'ouverture sous la pluie, la musique envoûtante de Shigeru Umabayashi et surtout la photographie signée par le français Philippe Lesourd qui avait notamment bossé sur les derniers films de Sofia Coppola. Des plans colorés et stylisés d'une beauté époustouflante, un casting de dingue, Tony Leung, acteur fétiche de Wong Kar-wai pleinement investi dans le rôle d'Ip Man et possédant déjà une base du kung-fu, la magnifique Zhang Ziyi toujours aussi rayonnante dans les affrontements après Tigre et Dragon et Hiro, ou encore la révélation Max Zhang qui joue Masan, le méchant de service. Un acteur qui d'ailleurs se reconfrontera à Ip Man dans le 3e volet de la saga popularisée par Donnie Yen. Et justement, beaucoup de films centrés sur Ip Man se sont succédés et la particularité de la version mise en scène par Wong Kar-wai est de poser une ambiance envoûtante portée par un tourbillon d'images d'une maîtrise visuelle rarement vue dans le genre. Ceux qui chercheront un pur film d'action risquent d'être déçus, mais c'est vraiment passé à côté de la richesse thématique qu'est The Grandmaster. Chaque plan est encore plus magnifique que le précédent. Vraiment, The Grandmaster est la définition même du beau, il n'y a pas d'autre mot à dire. Et sa ressortie en salle a permis de redécouvrir ce chef-d'œuvre, mais d'un œil neuf, puisque disposant d'un nouveau montage rallongé d'une dizaine de minutes, partageant les points de vue entre Ip Man et Gong-er, dont cette dernière a droit d'ailleurs à une scène d'entraînement sous la neige en plus, ainsi qu'un changement sur les derniers plans du film. Ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais ça n'enlève en rien la maestria que Wong Kar-wai nous a mis dans la gueule avec l'un des plus beaux films d'arts martiaux jamais tourné de ce siècle, sans aucun débat. Son dernier long métrage à ce jour, puisqu'il est revenu il y a peu, mais en série avec Blossoms Shanghai, mais sur grand écran, son retour se fait encore attendre. Il devait réaliser The Lady from Shanghai, mais je crois que le projet a l'air d'être tombé aux oubliettes. D'ici là, ruez-vous sur The Grandmaster, car si vous l'avez loupé à sa sortie, c'est l'occasion de le redécouvrir. Bref, 3-4 minutes, c'est malheureusement pas assez pour tout décortiquer, mais je vous encourage à le découvrir comme moi je l'ai découvert à sa sortie. Faites-moi confiance, ça va être une sacrée expérience. Une réale de dingue, des acteurs magnifiques et des combats dantesques. Bref, The Grandmaster, c'est à consommer sans modération. Sur ce, je te redonne la parole, Jonathan Asia. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao. Ouais, The Grandmaster, je l'avais vu au ciné une fois et je me suis endormi comme un nul. Donc il faudrait que je le revoie. Même si j'avoue que le cinéma de Wong Kar-wai, là... je me rends compte que peut-être j'accroche moins qu'à l'époque. Mais ta critique passionnante m'a vraiment donné envie de me refaire le film, de lui redonner une seconde chance, parce que, voilà, Tony Leung en Ip Man, c'est quand même quelque chose. En plus, c'est le bon Tony Leung. Voilà, il fallait que je la place. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être toujours là, au rendez-vous. Ça fait plaisir. Moi aussi, je me dirige vers ma 7e année sur YouTube. En mai, on va fêter ça. Le 23 mai, précisément, je pense que je ferai peut-être un gros live, ou enfin bon, je vais pas commencer à annoncer des trucs que, voilà, vous savez comment ça se passe sur cette chaîne. En tout cas, je vous invite à soutenir, à vous abonner aux chaînes du Beau Parleur de Cinéma, au Foutoir du Bis et à Mister Cult. Donnez-leur autant de force que possible si c'est pas déjà fait, vraiment. Voilà, on est là pour parler de cinéma avec passion et eux le font vraiment, vraiment, vraiment bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, les amis, je vous invite à me donner vos avis sur les films dont on a parlé dans cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me lâcher un petit com, ça fera toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine et regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao!